tu peux être entrepreneur au début et par la suite basculer en tant que salarié. Mais honnêtement, je pense que le futur, dans 20, 30, 40 ans, il y aura très peu de salariés en entreprise. Ouais. Ça va être quasiment que des entrepreneurs qui vont changer régulièrement d'entreprise. Ça leur permet de travailler dans différentes boîtes en même temps. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu peux travailler avec différents clients. Donc je pense que ça sera globalement que des auto-entrepreneurs. Et aujourd'hui, on le voit, hein. Encore ce matin, j'ai rencontré une secrétaire qui est auto-entrepreneur, qui travaille en fait dans plusieurs entreprises. C'est une secrétaire qui travaille pour des petites boîtes. Je savais même pas que ça existait. Par contre, si tu travailles comme un dingue, bah, tu as moyen de te faire une belle trésor et tu peux monter à des salaires. Moi, je connais des auto-entrepreneurs dans le web qui tournent à 15-20 000 euros par mois. Mais c'est des personnes qui se lèvent à 6 heures du matin et qui se couchent à 6 heures du matin. Salut Clément, bienvenue dans le podcast des étudiants entrepreneurs de la Sorbonne. Tu es connu pour être chef d'entreprise depuis tes 16 ans. Tu as fondé Digico Market, une entreprise spécialisée dans le marketing digital. En quelques mots, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que propose Digico Market ? Alors, au départ, Digico Market, c'est une agence de marketing quand il y en a beaucoup en France. Donc, ça comprenait la création de sites internet, ça comprenait la création de logos, d'identité visuelle, de support de communication et de l'accompagnement sur le référencement. Avec le temps et en discutant avec mes clients, je me suis rendu compte que le besoin principal pour eux, c'était d'avoir un site où il y a du trafic, donc un bon référencement, et surtout un site qui convertit. Donc l'année 2023 pour nous, ça a été une année d'innovation et de renouveau pour l'agence. On a développé une offre spécialisée sur ce sujet-là. Donc on a essayé d'optimiser au maximum les sites internet qu'on faisait. Donc on a recherché, on a testé, on a fait des choix, on a innové autour de ça. Et on a énormément travaillé sur le référencement local des entreprises. Donc venir les référencer localement. Donc au bout d'un an de développement, on a pris 3 projets pilotes. Le premier, une entreprise qui est en création. Le deuxième, une entreprise qui était déjà depuis pas mal de temps, mais qui était en perte de vitesse, en perte de vitesse sur le marché. Et la dernière, qui était une entreprise qui était en phase de croissance standard. Et avec les trois, on leur a mis en place le site internet, donc qu'on avait développé, et on a mis en place le référencement naturel local. Et on a eu des résultats qui dépassaient enfin les résultats dépassaient vraiment ce qu'on avait prévu. Donc on était super contents et les clients nous ont très vite recommandé à d'autres clients ou à des partenaires. Donc on s'est retrouvé en fait avec très vite de la demande à ce niveau-là. Et donc on a commencé à commercialiser le logiciel et cette partie-là en janvier 2024. Donc c'est tout récent et on n'a pas encore commencé la promo. Donc on a déjà pas mal de demandes sans avoir commencé de promo, donc c'est plutôt cool pour l'avenir. Là, l'objectif de janvier-février, ça va être de lancer à fond la commercialisation de tout ça. On est en train de peaufiner les offres et de peaufiner le cheminement en interne pour que tout soit organisé et qu'on respecte bien les délais avec les clients. Et donc maintenant que tout est prêt, on va commencer la commercialisation. Donc là, c'est un petit peu le rush. Je travaille beaucoup en ce moment, mais c'est cool. Ça met un nouveau défi dans l'agence. Ça permet de se rebooster aussi parce qu'au bout de 3 ans, je vais pas dire que j'avais fait le tour, mais ça devient redondant. Et le fait de se mettre des nouveaux défis au quotidien, bah déjà, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que les autres agences, d'avoir quelque chose de la valeur ajoutée, mais aussi en interne d'avoir des défis tous les jours et ça me booste moi, ça booste aussi, je pense, les équipes. Donc c'est ultra important et je trouve ça trop cool. Oui, bien sûr. J'allais te demander, est-ce que tu considères avec ce logiciel et ces avancements que tu révolutionnes le marketing digital ? Bah, l'objectif, oui, c'est de le révolutionner. Le secteur du marketing évolue très très rapidement en France, surtout aux États-Unis où on a un retard considérable. Euh, j'ai la chance d'avoir une antenne à Montréal, donc d'avoir quelqu'un là-bas qui travaille avec moi au quotidien. Donc on a en fait entre guillemets un pied en France et un pied au Canada. Tu l'as Euh, recruté à distance ou c'est quelqu'un que tu connaissais ? j'ai commencé à travailler avec lui dès le début. D'accord. Il a à peu près le même profil que moi. Et lui Il a est ton parti âge ? s'installer à Montréal. Comment? Il a ton âge ? Un petit peu plus vieux, mais on a exactement le même profil. Et donc, il est parti s'installer là-bas.
et on a commencé à travailler ensemble sur beaucoup de projets. Et le fait de l'avoir là-bas, ben, on a un pied, entre guillemets, sur le continent américain. Et au Canada, ils sont vachement reliés aux États-Unis, donc ils sont à peu près sur le même niveau d'avancement. Et le fait de travailler ensemble, ben, on se donne des technologies qu'on connaissait pas l'un l'autre, et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans le développement de notre logiciel. D'accord. Donc on a de un une avance sur le marché français avec les innovations qu'on a faites, et on a encore une avance supplémentaire parce qu'on a innové en s'inspirant de ce qui se faisait aux États-Unis et de ce qui allait sortir par la suite en France. Donc on a en fait une version 2 de notre logiciel qui est prête, qui est pas encore déployée parce que il n'y a pas les besoins aujourd'hui, il n'y a pas toutes les ressources nécessaires en France. Mais dès que les ressources seront mises en place, à l'instant même où elles seront mises en place, on pourra directement améliorer notre logiciel sans passer par une nouvelle phase de développement. Donc en fait, on a déjà une marche au-dessus Tu as déjà par, une vision internationale. pas forcément international, mais on sera pas pris de court dès qu'il y aura des nouveautés en France parce qu'on les connaît déjà en fait ces nouveautés. Donc on a déjà préparé notre logiciel pour ces nouveautés-là. Donc en fait notre version 2 est prête, on attend juste que les nouveautés sortent en France pour déployer tout ça. Et on a des infos en fait qu'ont pas forcément les autres agences, on a de la data qu'ont pas forcément les autres agences. Donc on a vraiment une longueur d'avance qui est considérable par rapport à certains de nos concurrents. On arrive à être limite 3 fois plus rapide sur le référencement d'une entreprise. Une entreprise qui va se faire référencer en 6 à 9 mois sur Internet. On a certains de nos clients qu'on a réussi à référencer en seulement 2 semaines avec tout ce qu'on a mis en place. Donc on a une vitesse d'exécution Et qui avec est un SEO, du coup, référencement naturel locale. On local. travaille que sur le local, on ne veut pas Local. travailler sur l'international avec des sites e-commerce, etc. On est vraiment dans cette optique d'accompagnement de TPE et PME françaises, D'accord. voire d'indépendants. Donc c'est des personnes qui cherchent des clients près de chez eux, qui ont envie de faire du local, pas forcément du local, mais qui ont envie de rencontrer leurs clients. Donc après on a certains clients, ça leur permet aussi de tester un marché. Par exemple des clients qui sont à Lille, qui ont une opportunité ou qui ont envie de se développer vers Amiens, avant qu'ils prennent des bureaux là-bas, qui commencent à s'installer, à communiquer à fond là-bas. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à aller les référencer sur Amiens. Donc, ils vont apparaître en premier sur les résultats de recherche. Et ça leur permet de voir aussi s'il y a un marché là-bas, s'il y a quelque chose à prendre, parce que du coup, ils peuvent voir s'il y a de la demande ou non. Et donc, ça peut aussi être un test de marché pour eux, comme une nouvelle opportunité. D'accord. Et ce public-là, ces clients-là, tu les as choisis dès le départ? Tu savais tout de suite que ça allait être ta cible ou ça s'est fait au fur et à mesure, le local? Non, le local s'est fait au fur et à mesure. Non, le local s'est fait au fur et à mesure. Sur les 3 ans, j'ai eu la chance de travailler un peu partout en France, avec des indépendants qui étaient en création d'entreprise, des groupes avec plusieurs milliers de salariés, où j'allais faire du consulting. Et la phase dans laquelle je me retrouvais le plus, enfin celle qui me parlait le plus et où je me sentais le plus utile, parce qu'au départ, quand j'ai lancé Digico Market, c'était pour me rendre utile. Et je commençais à perdre un petit peu avec le temps cette utilité, parce que dans un groupe où il y a des milliers de personnes, où il y a des milliers de consultants qui passent chaque année, bah, on est une pièce parmi tant d'autres et on se sent pas forcément utile. Alors qu'un créateur d'entreprise, qu'on aide à se lancer, on lui permet de trouver ses premiers clients, on lui crée vraiment une image. Bah là, on se sent vraiment utile et on a vraiment l'impression de contribuer à quelque chose. Donc j'ai décidé vraiment de me focaliser sur les créateurs d'entreprises et sur les TPE, PME françaises, à améliorer leur référencement, à améliorer leur visibilité et leur compétitivité auprès des concurrents. Et pourquoi le local? Bah, j'ai eu la chance aussi de travailler au niveau, comme je l'ai dit, au niveau national, voire européen, même international. On a eu certains projets, des entreprises qui partaient se lancer à Dubaï, d'autres entreprises qui se créent au Portugal. On a accompagné pas mal de monde et en fait, avec le recul, je me retrouve beaucoup plus dans le fait d'accompagner des entreprises françaises pour le moment. Alors, par la suite, j'aimerais bien aussi créer plusieurs antennes en Europe, mais avant, j'aimerais vraiment qu'on fasse annonce sur ce logiciel-là et sur l'agence. On sera vraiment reconnu pour nos résultats avant de venir se développer au niveau européen. Donc, on va commencer par la région lilloise, les Hauts-de-France, et après descendre petit à petit. L'avantage, c'est qu'on est tout en haut de la carte. Donc, on peut que descendre. Donc on sait dans quel sens aller. Donc l'objectif, ça va être de se développer jusqu'à Marseille. D'accord, génial. Bon, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet.
Est-ce que tu peux nous raconter l'onboarding de ton premier client et quelle stratégie tu as utilisée pour surmonter le défi de ton âge et comment tu te prépares à tes rendez-vous avec des clients plus expérimentés? Parce que Ouais, c'est les grandes questions de chef ouais, d'entreprise ouais. à 16-18 ans. Bah, ta question est folle parce que bah, tu m'avais envoyé un message tout à l'heure. Je t'avais pas répondu parce que j'étais en rendez-vous et figure-toi que j'étais en rendez-vous avec mon tout premier client. Je viens juste de finir avec eux, ils viennent de partir parce que leur entreprise s'agrandit, ils ont des nouveaux besoins. Ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu et c'était vraiment perturbant pour eux comme pour moi de se revoir sur quelque chose de différent. Donc bah, justement, on en a rediscuté parce que forcément, avec le recul, on a évolué chacun de notre côté. Et donc, on est revenu un petit peu sur le premier rendez-vous qu'on avait eu. Et je leur ai demandé justement bah, pourquoi vous avez fait confiance à un enfant de 16 ans. Parce qu'à l'époque, j'étais en première, j'avais pas cette expérience, entre guillemets. Donc, je leur ai demandé et ils m'ont dit, bah, en fait, on avait fait 3 rendez-vous, 2 rendez-vous, un avec toi et un avec une autre agence qui était là depuis des années. Il m'a dit, mais on a trouvé, en fait, il m'a dit quand t'es arrivé au rendez-vous, tu avais déjà quelque chose de concret. On t'avait expliqué globalement le projet et t'es arrivé avec des pistes de logo, des pistes de site internet, des idées concrètes, alors que l'autre agence, le rendez-vous, c'était un rendez-vous euh, un peu froid où ils nous présentaient un PDF avec les chiffres clés qu'ils avaient, combien de clients, etc. Mais en aucun cas, ils nous ont parlé d'une stratégie de communication, etc. Euh, Moi, c'était mon premier client, mon premier rendez-vous. J'avais aucune expérience, donc je m'étais donné à fond. J'avais préparé ça pendant une semaine. J'avais préparé des docs récap, des stats, etc. Je voulais montrer au maximum ce que j'étais capable de faire. Et donc, bah forcément, j'avais un avantage comparé à la boîte en face parce que bah, je suis arrivé avec quelque chose de concret. Donc, ça parle beaucoup plus quand c'est concret. Alors maintenant, je le fais plus pour les nouveaux clients parce que sinon, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc, on leur montre ce qu'on est capable de faire et on leur propose une stratégie de communication via un audit. Mais, euh, mais pour répondre globalement à ta question, comment j'ai fait avec mon âge à l'époque, bah, c'était de proposer des choses concrètes aux gens, de leur montrer que j'étais capable de le faire. En fait, je voulais pas forcément cacher mon âge, mais montrer que mon âge, c'était un élément, c'était un chiffre, et que ouais, c'était un atout, et que j'avais quand même une expérience suffisante pour gérer leurs projets. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des projets qui venaient à moi, des belles opportunités, des trucs vraiment sympas, où j'ai dit droit dans les yeux au prospect, bah non, ça je vais pas le prendre, je suis pas en capacité de le faire. Par contre, quand j'ai un client qui arrive et que je lui dis oui, je prends ton projet, je vais aller jusqu'au bout du projet, jusqu'à la livraison, faut que tout soit parfait. Et si je prends un projet, c'est que je suis capable de le faire ou qu'on est capable de le faire en interne. Qu'est-ce qui dirige tes choix? C'est ta charge de travail, c'est le projet qui te plaît pas et tu sais que tu vas pas être créatif. Comment tu choisis? Bah, déjà, on a des red flags en interne sur la création quand on nous demande un devis, etc. Tout ce qui est paris sportif, NFT, crypto-monnaie, la politique. On a eu des demandes de politique pendant les élections. Vu que j'étais très médiatisé, je me suis fait approcher par des partis différents avec des fois des bons montants. Donc c'est toujours un petit peu attirant au début quand on est jeune. Mais j'ai une raison éthique avec Digico Market. Je fais attention à l'image de Digico Market et on ne veut pas s'engager, que ce soit sur la politique, sur les NFT, sur des projets où on n'a pas de vision et on connaît pas ce qu'il y a derrière réellement. Donc on a déjà des red flags à ce niveau-là, au niveau de certains secteurs d'activité. Et après, bah, il y a aussi, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients. Donc il y a aussi des personnes que je sens pas. Alors au début, je prenais tout le monde, mais avec le temps, j'ai fait des erreurs, j'ai compris des choses, j'ai eu des mauvaises expériences. Donc une personne que je sens pas, je vais pas chercher à aller plus loin. Si il y a pas ce feeling ou que je sens pas la personne en face, c'est non directement. Enfin, on lui explique quand même pourquoi. Je suis quelqu'un de très cash, hein. Si une personne, je sens pas le feeling avec elle, je vais lui expliquer. Je vais dire, bah écoute, je vais pas prendre ton projet parce que je ressens pas le feeling avec toi et je sais que je vais pas t'amener quelque chose de concret enfin, ça va pas être bénéfique pour toi comme pour moi. Donc, autant pas le faire et autant que tu trouves une autre agence qui, elle, est en capacité de t'aider. Quand on prend un projet, on est sûr qu'avec la personne, ça colle et on est sûr qu'on peut l'aider. En fait, notre objectif chez nous, on veut que un client ne dépense pas chez nous, on veut qu'il investisse. C'est-à-dire que l'argent qu'il va mettre chez nous, ça lui en rapporte plus tard.
voir l'objectif, c'est que ça lui en rapporte beaucoup plus, et donc qu'il revienne chez nous par la suite et que ça soit Et oui, comme un ton cercle premier vertueux, tu client. vois. Ouais. Exactement. Bah, c'est l'exemple type. Alors, j'ai aucun regret, parce que je pense que tous les choix que j'ai faits, ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Euh, j'ai un principe, c'est que je me refuse rien. C'est-à-dire que si j'ai une opportunité, je me dirai jamais non. Alors, enfin, ça dépend toujours de l'opportunité, mais une opportunité où j'hésite, je préfère la prendre et regretter de l'avoir prise plutôt que de regretter plus tard de ne pas l'avoir prise et que aurait pu m'ouvrir des portes. Je te donne un exemple tout bête. Imaginons que j'ai une personne qui vient de me voir pour s'associer avec moi pour une nouvelle boîte. Je préfère dire oui et que la boîte se casse la gueule plutôt que dire non et que j'ai loupé des opportunités dingues de développer une entreprise de folie. Donc je regrette rien, mais mes choix je les fais comme ça, c'est-à-dire que je regarde le bénéfice-risque. Si je vois que j'ai un bénéfice à prendre sans prendre forcément trop de risques, parce que je vais pas tout mettre non plus en danger. Mais je regarde vachement ça et après, bah, de toute façon, tu apprends au quotidien quand tu es entrepreneur. Et d'autant plus quand tu es jeune entrepreneur et que tu rien, t'as aucune expérience. Parce que j'avais jamais été salarié. Les seules fois où j'ai été dans une entreprise, c'était pour un stage de troisième et un stage de quatrième. Donc ouais, c'était 3 jours de stage. J'étais au fond d'un bureau à attendre que le stage se déroule. Donc j'avais pas forcément une grande expérience en entreprise. Et ah non, du tout, je voulais faire du commerce à l'époque. Je voulais faire du commerce international. Et le marketing, c'est venu comme ça. Mais du coup, j'avais pas d'expérience, tu vois, même au niveau RH, management, etc. Moi, gérer une équipe, euh, quand j'ai recruté, enfin, quand j'ai pris la première personne, Et oui, euh, j'allais te demander. ah bah, on y reviendra, on y reviendra. Mais t'apprends au quotidien, en fait, quand t'es entrepreneur et tu prends des risques. Des fois, ça échoue. Mais l'objectif, c'est de comprendre pourquoi ça a échoué. Tu vois, c'est une phrase que je reprends beaucoup en conférence, enfin, c'est un exemple que je reprends beaucoup quand je fais des conférences auprès de jeunes, c'est qu'on a une grosse différence avec les États-Unis. Aux États-Unis, quand tu crées une boîte et que tu dois la fermer, la plupart du temps, tu vas en parler à tout le monde. Tu vas leur dire, bah voilà, ma boîte, elle a fermé, je suis dégoûté, il y avait ça qui allait pas, etc. Et en fait, à force d'en parler à du monde, bah, tu vas comprendre toutes les erreurs que tu as pu faire. Donc par la suite, quand tu vas recréer une entreprise, bah, toutes ces erreurs-là, tu as pu les faire parce que tu les as déjà faites. Tu sais que ça a pas marché, donc tu vas plus les refaire. En France, quand tu fermes une entreprise, faut être le plus discret possible. Ouais, faut être le plus discret possible, sinon c'est quelqu'un qui a échoué, etc. Enfin, c'est très mal vu. T'es considéré comme quelqu'un qui a pas réussi, alors que t'as pu faire peut-être des choses magnifiques, hein. Mais comme t'as fermé, t'as pas réussi. La seule fois où tu peux réussir quand tu t'arrêtes une entreprise, c'est parce que tu l'as revendue. Là, on considère que tu as réussi. Et encore, si tu as revendu, c'est souvent que tu as eu de la chance ou que t'as volé des gens, etc. Enfin, il y a vraiment un problème avec la réussite et l'échec en France. Alors, les mentalités évoluent vachement à ce niveau-là de plus en plus chez les jeunes. Mais moi, je le vois hein, sur les réseaux sociaux, je me fais constamment critiquer par jalousie ou par des gens qui aimeraient bien faire la même chose que moi, mais qui n'ont pas envie de prendre ce risque-là. Donc, la facilité, c'est de venir critiquer. Et c'est comme ça avec tout le monde, hein. Dès qu'on voit un créateur de contenu faire des vidéos sur les réseaux sociaux où il montre des choses, il y a une vague de critiques derrière parce que c'est des gens qui aimeraient avoir la même chose, mais qui ont pas cette énergie pour la faire. Et au contraire, je reçois des messages de jeunes qui me disent, bah écoute Clément, top la vidéo, j'aimerais bien que tu m'expliques globalement comment tu fais. À ces personnes-là, j'ai envie de les aider parce que c'est des personnes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de se bouger. Et alors, j'aimerais bien avoir plus de temps dans ma vie, mais j'ai pas forcément le temps de les accompagner un par un. Donc, je leur donne une ligne de conduite. Et là, du coup, j'ai écrit un livre en ce moment. Ça fait 2 ans que j'ai écrit un livre autour de ça, sur comment entreprendre quand on est mineur. Même, ce sera un livre aussi pour les personnes majeures, mais globalement, comment entreprendre parce que je me retrouvais, en fait, aujourd'hui, même au quotidien, je me retrouve à donner des conseils à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont en création d'entreprise, qui viennent me voir en me disant, bah écoute, Clément, j'hésite entre tel et tel statut, tu penses que c'est quoi le mieux pour moi? Alors que la personne, elle a une expérience dingue en banque
elle me demande des conseils sur de la compta, sur des trucs comme ça. Donc moi, ça me fait toujours un peu rire parce que c'est comme si c'est mes parents qui me demandaient des choses au niveau de la compta. Ouais, c'est ça. Donc ça me fait plutôt rire, mais c'est trop bien. Et l'objectif, c'est d'écrire un livre pour résumer tout ça, toutes les questions qu'on peut se poser en création d'entreprise, parce que je suis au quotidien avec des personnes qui sont en création. Donc je note à chaque fois toutes les questions qu'ils ont, et j'essaye d'y répondre dans le livre. Donc le jour où le livre sortira, l'objectif, c'est que ça parle à un plus grand nombre et que tout le monde puisse retrouver de l'information importante et concrète pour eux. Écoute, c'est génial, t'as plein de projets. Ta charge de travail par jour, c'est combien d'heures à peu près? Est-ce que tu te fixes des limites par rapport à ça, par rapport à ta charge hebdomadaire? Alors, les limites au départ, je me les fixais pas. Quand tu crées une entreprise, tu as de l'adrénaline, tu es à fond dans ton projet, tu as envie que tout soit parfait, etc. Donc pendant un an, je me suis retrouvé à bosser la première année 120 heures semaine. Donc c'était réveil 6 heures, coucher 3-4 heures, du lundi au dimanche. Il n'y avait pas de week-end, pas de soirée, pas de sortie avec les potes, rien. Ça, c'est quand C'était t'étais tout vraiment... seul? Ouais, Ok. c'était quand je créais mon entreprise c'était l'année de mon bac. Je passais le bac à l'époque. Donc j'avais le bac, la révision du bac plus l'entreprise. Quand je suis rentré à l'université, j'ai fait grosse fatigue pendant 15 jours. J'arrivais pas à me lever, j'avais plus goût à rien, que ce soit aller en cours ou à gérer la boîte. Donc je pensais que j'étais malade, que j'avais chopé un truc. Je vais chez le médecin, je lui explique, etc. un petit peu. On a beaucoup discuté. En fait, il m'a dit, bah cherche pas, t'as rien. Je vais te donner des vitamines pour te rebooster un petit peu. Mais c'est juste de la fatigue. En fait, c'est toute la fatigue que tu as accumulée sur un an. Parce qu'en fait, avec l'adrénaline, tu ressens pas la fatigue. Tu la gardes en toi, mais tu la ressens pas. Et au bout d'un moment, bah, ton corps, il peut plus supporter. Donc ça lâche et ça a été un déclic pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté les études. Et donc, je me suis mis à plein temps pour Digico Market. Alors, ça m'a pas forcément servi de leçon parce que j'ai repris un rythme, dès que ça a été mieux, j'ai repris un rythme effréné pour rattraper justement le retard que j'avais pris. Et après, je me suis dit, bon, Clément, on va se calmer un petit peu. On va essayer de se fixer des horaires. Donc là, j'ai globalement des horaires d'un salarié, 35 heures, mais qui travaille avec des heures sup. C'est-à-dire que ça m'arrive de bosser le samedi. Et après, en fait, je peux pas te donner de moyenne, mais ça va être des journées où peut-être j'ai pas, enfin, je peux prendre un peu de temps pour moi, donc je vais juste travailler l'après-midi, peut-être travailler 2-3 heures. Je vais passer au bureau, faire les petits mails que j'ai à faire et c'est tout. Comme ça peut être des grosses journées, tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est une grosse journée, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de devis à faire. Ce matin, je me suis levé à 5 heures parce que j'avais un petit déj dans la périphérie de Lille avec des entrepreneurs. Donc, réveil 5 heures, je suis passé au bureau pour éviter les bouchons parce que les bureaux sont sur la route. Donc, je suis passé au bureau pendant 1 heure, répondre des mails, etc. Et après, je suis parti du coup à l'événement jusqu'à 9 heures, de 7 heures à 9 heures. Et après, bah, ça enchaînait toute la journée sur des rendez-vous. Là, à l'heure où on tourne ce podcast, il est 19h20. Et bah, je sais que je vais rebosser là jusqu'à 23 heures. Donc là, pour donner une idée de ma journée d'aujourd'hui, cinq- globalement 6 heures, 23 heures. Après, demain, il neige, donc je sais que je vais pas venir au bureau. Je vais bosser tranquillement à la maison. Donc ça va être beaucoup plus cool. Je pense que demain, je vais me prendre la matinée pour me reposer un petit peu, rattraper la nuit que j'ai pas faite hier et je vais bosser l'après-midi. Donc en fait, c'est créer des variations, mais j'essaie toujours, là j'essaie au maximum de prendre au moins mes week-ends, samedi, dimanche, même s'il y a des samedis où je suis obligé de bosser, mais au moins de prendre mes samedis, dimanches pour me reposer un petit peu. Mais là, je suis beaucoup plus vigilant à la santé mentale. Bien sûr, il faut vraiment faire attention à ça. Je crois que c'est ce qui touche le plus de jeunes. En plus, c'est peut-être un peu à la mode d'être survivor et d'enchaîner les nuits à 3-4 heures, mais tu finis par le Ouais, payer. t'en avais pas conscience avant et en fait, t'en as conscience que quand tu l'as vécu. Mm. Donc, parce que santé mentale, quand on en parle, enfin moi, si on m'en parlait aujourd'hui, que j'avais pas vécu tout ça, pour moi, c'était quelqu'un, tu vois, un peu lunaire, qui te vend des formations bien-être, etc. Alors qu'au final, non, c'est une réalité. Si t'es pas bien dans ta peau, ta boîte ne peut pas bien aller parce que tout dépend de toi. Donc toi, quand ça va, ta boîte va bien, et quand ça va pas, ta boîte va mal parce que tu t'investis plus dedans, t'as plus envie d'aller plus loin. Donc santé mentale, c'est le plus important. Et organisation. Et oui, je suis complètement d'accord. Euh,
Est-ce que tu as eu des mentors ou des expériences qui ont été particulièrement influents dans ton parcours entrepreneurial? Est-ce que tu as fait des rencontres qui t'ont vraiment guidé, changé ta vision et ton parcours? Il y a deux personnes qui m'ont marqué. La première, ça a été un de mes voisins d'appartement. Donc j'habitais chez ma maman et un de mes voisins d'appartement, il avait une petite boîte informatique. Il m'a beaucoup aidé sur la compta au début en auto-entreprise, expliquer comment on fonctionnait parce que je connaissais rien. Donc il m'a fait en fait une préformation entrepreneur. Après, il avait sa boîte à gérer à côté, donc on s'est perdu de vue. Mais il m'a beaucoup aidé au début à m'expliquer les choses, à m'expliquer aussi les erreurs que je faisais, en me disant, bah là, tu vois, tu parles pas comme ça à un client, ou là, faut t'habiller comme ça pour aller en rendez-vous client, faut présenter comme ça, etc. Un mail, tu le rédiges comme ça. En fait, c'est un petit peu comme un papa business et qui te lâche après quand t'es majeur. Donc, dès que ça a commencé à marcher un petit peu, bah, de toute façon, j'avais plus le temps de le voir, donc on s'est un petit peu perdu de vue, même si on est toujours en contact aujourd'hui. J'ai cherché pendant longtemps une sorte de mentor, quelqu'un qui avait réussi. J'ai cherché auprès de l'État, etc., ou même des aides, que ça soit matérielles, financières, humaines. J'ai énormément cherché auprès de l'État. Il y en avait, hein, mais à l'époque, comme j'étais mineur, bah, j'étais trop jeune, donc j'avais le droit à rien. Et quand je suis devenu majeur, j'étais trop avancé dans mon projet pour en avoir. Donc j'ai jamais eu d'aide. Et là, la deuxième personne qui pour moi est très, enfin, on se voit pas beaucoup, mais c'est une personne je sais pas comment le tourner, pas qui m'inspire beaucoup, mais qui me donne, qui me booste énormément, et qui est vraiment cool avec moi, c'est le propriétaire des locaux dans lesquels je suis. En fait, on s'est rencontrés par une connaissance au ski l'année dernière, donc rien à voir avec Lille. Et on a commencé, donc il m'a fait confiance, on a commencé à travailler ensemble, et il a acheté ce bâtiment-là, et il me booste au maximum. C'est-à-dire qu'il m'a laissé l'opportunité, alors qu'il me connaissait à peine, de venir dans les bureaux, travailler. Il m'a filé toute sa com, il m'a fait confiance à 100%. Et il me donne plein de conseils au quotidien. Il m'a appris En fait, en une heure de discussion avec lui, j'apprends des choses extraordinaires. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, a plus que réussi dans sa vie, même si je sais que lui, pour lui, il est qu'au début. Mais c'est un exemple de réussite et le fait de l'avoir au quotidien, ça me booste à fond. Parce que, entre guillemets, moi, j'ai personne au-dessus de moi. Donc, lui, je le considère comme une personne au-dessus de moi. Et donc, Quand quand je je dis dis au-dessus au-dessus de de moi, moi, c'est c'est pas pas hiérarchiquement, mais une C'est la personne. seule personne à qui tu dépends, entre guillemets, parce que tu es dans ses locaux. Bah, pas pas forcément forcément dépendre. dépendre, parce que je suis pas trop hiérarchie en se disant, Mais il t'as y a un besoin de lui. boss. Ouais, bah, Ouais, bah, en fait, non, en c'est fait, non, vraiment du plus. D'accord. je Je suis suis pas pas dans dans un optique. une optique de hiérarchie en se disant, il y a un directeur adjoint, secrétaire et un stagiaire, et il est tout en bas. C'est au contraire, c'est linéaire. C'est un stagiaire qui est là pendant une semaine a autant d'importance que une chef de projet qui est là depuis 2 ans. Il y a vraiment pas de hiérarchie. Pour donner une idée, moi, Julia qui est chef de projet, c'est limite ma supérieure. C'est-à-dire quand elle a besoin d'aide sur un projet web, bah, je dépends d'elle. C'est elle qui me donne les ordres et les directives à avoir. Et au moins, ça me booste, tu vois, sur les projets. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me dit, bah Clément, les délais. Mais du coup, ouais, pour revenir globalement au propriétaire des bureaux, en fait, c'est pas que je le considère au-dessus de moi, ni en dessous de moi ou quoi que ce soit. C'est que pour moi, il a atteint un objectif de vie que j'ai envie d'obtenir. Et je respecte énormément ces personnes-là et j'essaie de m'en inspirer au maximum, d'essayer de comprendre comment ils ont fait. Vraiment un petit peu dans cette optique que je t'expliquais au début du podcast, de s'inspirer de ceux qui ont réussi. Et je m'en inspire vachement, tu vois, j'essaie de discuter vraiment avec pas mal d'entrepreneurs, que ce soit un entrepreneur en création ou un entrepreneur qui gère des dizaines, voire des centaines de salariés, pour essayer de comprendre déjà comment il gère ses équipes, comment il gère son entreprise, etc. Et t'apprends toujours au quotidien. Donc c'est vraiment une personne importante pour moi, parce qu'il me donne plein de conseils et il me booste au quotidien. Dès que je suis un peu lent, il me dit, bah Clément, avance un peu plus vite sur ça, essaie de développer cette partie-là. On a potentiellement un projet d'entreprise à deux, donc c'est cool, tu vois, ça ouvre aussi des portes par la suite. Enfin, c'est top. Quelles sont les premières personnes que t'as embauchées et comment t'as su t'entourer pour faire du marketing digital, justement?
Euh, Parce que j'ai l'impression que tu as quand même un rôle assez important dans l'entreprise. Tu travailles beaucoup, tu fais pas juste de la relation avec tes clients. Donc, comment tu as su, dans le marketing digital, les personnes avec qui tu aurais besoin de travailler? Alors, Alors, au au début, départ, je faisais tout moi-même. Recherche client, prospection, phase d'échange, etc. Création, livraison, relance, tout. Je faisais tout. La compta, après, tu vois, ça part aussi dans la gestion d'entreprise, comptabilité, aller chercher des nouveaux logiciels, s'informer sur ce qui sort, etc. Avec le temps, j'ai appris à déléguer. Donc, j'ai créé en fait, pour moi, les choses les plus importantes, une sorte de brief. Et en fait, je vais tester des indépendants. C'est-à-dire que je lui file un projet. La plupart du temps, à 99% du temps, c'est un projet factice. Je vais lui donner. Donc, je vais lui faire passer ça comme un projet pro. Il sait pas que c'est un projet factice. Je lui fais passer ça comme un projet pro. Donc, il est payé, etc. Et je vois comment il travaille. S'il passe la phase de test, je sais que je peux le mettre en clientèle, entre guillemets. Donc, C'est combien de temps je à peux peu le... près pour toi? C'est la proposition qu'il te fait ou c'est avant le non, projet c'est ou le résultat. le résultat? C'est le résultat parce que bah, ça dépend du projet, etc. Ça dépend d'énormément de facteurs. Après, du coup, avec le temps, je connais à peu près les délais. Donc, je sais globalement comment il bosse. Mais du coup, c'est de tester ça et dès que c'est bon, je le mets en clientèle et donc il travaille pour des clients. Et c'est comme ça que je trouve les bonnes personnes. Après, je suis quelqu'un qui s'en fout globalement du CV. C'est-à-dire que tu aies eu une expérience de 40 ans ou de 1 an dans le marketing, ou que tu as un diplôme, tu as un doctorat en marketing digital ou que tu aies un bac STMG. Bah après, ça vient aussi de mon parcours parce que du coup, j'ai juste un bac, mais je me fie pas du tout au diplôme. Pour moi, le plus important, c'est la personne qui est en face, parce que tu changes pas une personne, son état d'esprit, la façon de penser, la façon dont elle peut s'intégrer dans l'équipe. Ça, tu peux pas le changer, ou alors c'est vraiment sur le long terme, et j'ai pas envie de changer les gens. Je préfère prendre des gens qui collent entre eux, tu vois, avoir une bonne équipe soudée, et les compétences, les développer. Ouais, exactement. Et développer les compétences en interne, parce que des compétences, tu vois, c'est comme à l'école, tu peux les apprendre et les développer avec le temps. Donc, je préfère avoir quelqu'un qui connaît rien du tout en marketing, mais qui s'intègre parfaitement à l'équipe, plutôt qu'un mec qui a 40 ans d'expérience, mais qui prend tout le monde de haut et qui crache à la gueule de tout le monde. Par contre, il a une expérience démente, il est très fort. Mais je préfère justement qu'on grandisse avec une personne qui a pas d'expérience, qu'on fasse grandir ses compétences ensemble en équipe. Et au moins, je sais qu'il est formé pour la société et qui est vraiment dans le moule du truc, qui va pas chercher à aller à gauche, à droite, il va aller tout droit parce qu'il connaît parfaitement le cheminement. Donc c'est comme ça que je recrute les personnes, c'est vraiment plus sur l'aspect relationnel que sur l'aspect compétences. Et donc le premier profil que tu as recruté, c'était quoi comme profil? Le premier, c'était une graphiste. D'accord. Une graphiste qui m'aidait parce que la partie graphisme, design, etc., c'est pas trop mon fort. Donc je me suis vite entouré d'une graphiste. Et après ça a été un développeur. Après, ça a été bah, des personnes qui contribuent au marketing, etc. Les différents corps de métier que tu peux avoir. D'accord. Donc voilà. Ok. Et puis je le rappelle, comme tu m'as dit avant qu'on commence l'enregistrement, on n'est pas obligé d'embaucher tout de suite des CDI, des CDD. Toi, tu prends des personnes qui sont là à temps partiel quand on a besoin. Et Ouais. pour Parce l'instant, que t'as le problème dans notre métier, c'est que Tu tu peux peux avoir. avoir pendant un mois 40 sites internet à créer et le mois d'après, c'est 40 logos à faire. Donc, tu peux pas réellement prendre une équipe fixe. C'est-à-dire que sinon, si je prends, je sais pas, je te dis une bêtise, 10 graphistes et 10 développeurs, le premier mois, les graphistes vont passer leur journée en pause café, les développeurs vont travailler comme des dingues et le mois d'après, ça va être l'inverse. Donc, pour le moment, on n'est pas en capacité de prendre une équipe fixe à temps plein en CDI. Donc je travaille avec des prestats la plupart du temps pour cette partie-là, mais c'est pareil, des prestats comme je t'expliquais qu'on a testé auparavant, qu'on connaît, qu'on est certain que le projet va marcher avec eux. ok. Le secteur du marketing digital, c'est très concurrentiel avec tous les outils qui arrivent, qui existent, l'intelligence artificielle. Quelles compétences spécifiques tu recommandes de développer aux étudiants qui sont intéressés par ce secteur? Toi, par exemple, les compétences que tu as développées le plus?
Moi, c'est des compétences globales parce que je suis obligé de toucher entre guillemets à tout. Après, avec le retour que j'ai aujourd'hui sur l'entreprise, avec mes clients, alors je fais pas du tout d'intelligence artificielle, moi. C'est vraiment un secteur à part du marketing, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas pourquoi mes clients m'en parlent constamment. Ils veulent des formations sur le ChatGPT, ils veulent comprendre comment ça marche, etc. Pour moi, le secteur de l'IA, c'est un secteur qui fait très peur à certaines personnes, en se disant ça va me bouffer mon métier, ça va bouffer plein de choses. Pour moi, il faut plus le voir comme une opportunité. Je pense que les mecs, enfin les personnes qui vont le plus gagner d'argent sur les 10 prochaines années, ce seront des personnes qui ont investi dans l'IA. Parce que c'est un petit peu comme Internet à l'époque. Les gens qui avaient investi sur Internet à l'époque, aujourd'hui, gagnent très bien leur vie. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est que l'IA va révolutionner le monde de l'entreprise, va révolutionner énormément de choses. Si on s'y met dès maintenant dans l'IA, on peut avoir une longueur d'avance énorme sur les autres. Alors, je pourrais plus te donner exactement l'info, mais j'avais fait une conférence une fois où il y avait un intervenant justement spécialisé IA, etc. Et de mémoire, il y a 20% des métiers de 2035 qui n'existent pas encore. Pour te montrer un petit peu où ça va aller. Donc, une personne qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est un petit peu perdu dans ses études, qui sait pas réellement ce qu'il veut faire ou qui a envie de nouvelles choses, moi, je lui conseille de se renseigner sur l'IA. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais l'IA, on voit un truc un peu tech, avec des lignes de code, des trucs extrêmement poussés avec des algorithmes, etc. Il y a énormément de secteurs, enfin de métiers qui viennent se greffer autour de l'IA. Que ça soit au niveau de la com, le fait de communiquer. Enfin, il y a plein de métiers qui viennent se greffer autour de l'IA et il y en a plein qui vont venir se créer. Donc le fait de se tenir informé de tout ça, ça peut créer de un des vocations, ça peut créer des entreprises, des nouvelles opportunités, des nouveaux jobs. Donc une personne qui s'intéresse à l'IA, pour moi, c'est une personne qui voit l'avenir et qui voit de l'évolution et des postes à responsabilité. C'est vraiment, pour moi, c'est le futur. Si on doit se concentrer sur une chose aujourd'hui, pour moi, c'est l'IA. Toi, tu fais beaucoup de veille dessus pour savoir les possibles évolutions de ce que tu fais? Je travaille, en plus du boulot, je me renseigne 1 à 2 heures par jour sur le marketing et sur l'IA. J'essaie de me tenir informé au plus possible de ce qui se passe pour vraiment toujours, dans cet objectif, avoir une longueur d'avance sur les autres. Euh, et ça crée toujours des opportunités de un et des nouvelles idées de business, des choses que tu peux développer avec des clients parce que tu vas avoir une nouveauté sur une IA, tu vas dire, ah ben, j'ai un client qui fait ça peut coller parfaitement. Euh, donc c'est de se tenir informé sur tout ça et alors nous on l'utilise très très peu en interne. Là il y a une intelligence artificielle française qui va bientôt sortir, qui va je pense détrôner ChatGPT et au niveau confidentialité au moins avec eux on est tranquille parce que du coup c'est régi par les règles françaises et c'est très strict à ce niveau-là. Donc on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite de données, etc. Parce qu'honnêtement, ChatGPT, OpenAI, on ne peut pas réellement savoir ce qu'il y a derrière, c'est encore trop près. Donc dès qu'elle sortira, je pense qu'on s'y mettra un petit peu, commencer à mettre des choses en place en interne avec cette IA-là, toujours dans un objectif d'améliorer nos services sans avoir de fuite de données ou d'informations clients. Parce qu'on a des informations qui sont extrêmement confidentielles de la part de nos clients, donc on peut pas se permettre de les mettre n'importe où. Bien sûr. Pour rester un peu dans ce thème, tu m'as dit que tu préparais ton entreprise aux transformations avec ton logiciel, par exemple. Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis sur l'évolution du domaine du marketing digital dans les prochaines années? Bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien savoir comment il va être dans 10 ans. Pour moi, ça va être un secteur qui est extrêmement dépendant de l'intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, tu as deux types de boîtes de marketing. T'as les toutes petites agences de com qui, elles, sont là, entre guillemets, viennent se faire une petite clientèle et cherchent pas forcément à aller plus loin en se disant, bah voilà, j'ai un bon chiffre d'affaires tous les mois, je peux me dégager un salaire, j'arrive à payer la petite équipe que j'ai. Je vais pas forcément chercher à pousser trop loin le truc. Et après, tu as les très grosses agences qui, elles, ont plus de commerciaux, ont limite 3 fois plus de commerciaux que de personnes en technique. Parce que tout est automatisé chez eux. Un client rentre, il rentre des infos, c'est copié, collé directement sur le logiciel, ça génère un site, c'est envoyé au client en disant merci, bonne journée. Et c'est des sites qui reviennent à 3 voire 5 000 euros par trimestre en location.
J'ai des clients qui se sont retrouvés à payer un site internet 40 000 euros, un site vitrine 40 000 euros, et qui leur appartient pas à la fin. Et quand ils viennent chez nous, ils font, bah, comment ça se fait que l'achat coûte 4 à 5 fois moins cher que, voire plus, que la location que j'ai faite? Donc on leur explique bah, que c'est des entreprises qui jouent sur l'aspect commercial. En fait, ils font des évolutions d'abonnement. C'est-à-dire que tu vas rentrer avec un abonnement à 49 euros et 2 ans après, ton abonnement, il est monté à 2000 euros par mois parce qu'ils justifient ça par des améliorations, etc. En fait, c'est des systèmes d'arnaque, mais qui marchent extrêmement bien parce qu'ils font rentrer plus de clients qu'ils en perdent à chaque fois, étant donné qu'ils ont une équipe commerciale de folie. Donc, tu as vraiment ces grosses agences-là qui, elles, se basent pas du tout sur les nouveautés, etc., qui sont juste là pour faire du trafic. T'as les petites agences qui, elles, se contentent des petites boîtes qu'elles ont aux alentours. Et t'as très peu d'agences qui viennent essayer de se faufiler une place tout en haut, tout en innovant et en gardant cet esprit de petite boîte. Tu vois, nous, l'objectif de Gico Market, c'est de rester une toute petite boîte, mais à terme d'être une grosse boîte en gardant cette proximité avec nos clients. Je connais tous mes clients, ils me connaissent tous. Et c'est de garder, bah, forcément, si un jour on arrive, je sais pas, je te dis une connerie, à 2000 clients, je peux pas tous les connaître et tous les prendre en rendez-vous un par un parce que faudrait que j'augmente encore mes journées. Mais c'est au moins qu'il y ait une proximité avec une personne de l'équipe. Comme ça, quand il y a un appel, il n'y a pas de perte de temps à se dire Oui, bon, ça on t'a fait quoi la dernière continuera fois. à te ressembler, même si ça Créer une grandit. proximité, toujours avoir cette proximité d'agence. Donc rester une petite boîte en évoluant à ce niveau-là. Et de rester une boîte de confiance aussi pour nos clients. Tu vois, tu rentres avec un abonnement à 49 euros, 2 ans après, il est toujours à 49 euros. Ça, c'est ton business model. C'est l'abonnement. Bah, pas forcément. En fait, au départ, moi, je faisais que de la vente de sites web. Mais je me suis retrouvé, en fait, à comprendre que, bah, t'as certains entrepreneurs qui ont pas ils font ça en plus ou ils ont pas envie de prendre le risque d'acheter un site web dès le début. Donc, on a créé, parce que c'est une somme, hein, on va pas se mentir. Nos offres, elles commencent à partir de 1 200 euros. Ça reste une somme, même si, honnêtement, on est très loin d'être les plus chers du marché. Mais voilà, ça reste une somme et il y en a certains qui sont pas capables de la mettre. Donc on a trouvé une alternative, c'est de créer une formule LOA un petit peu comme les voitures, du leasing. Donc c'est de la location avec option d'achat. Euh, donc c'est en fait le client paye son site, il paye un abonnement où tout est compris, les modifications, la sécurité, tout est compris. Il paye un abonnement tous les mois et à la fin, au bout de 2 ans, donc c'est un abonnement de 2 ans qui reste toujours au même prix. Donc si tu es rentré à 49 euros, 2 ans après, tu paieras toujours 49 euros. Et en fait, à la fin, on va faire un ratio. Donc, par exemple, le site, on estimait qu'il coûtait 2500 euros. On va faire un ratio de ce qu'il a payé et on enlèvera du coup de la facture finale. Donc, à la fin, soit il continue son abonnement, il continue à payer. Donc, au bout d'un moment, son site sera payé, donc il pourra le récupérer entre guillemets gratuitement. Soit il nous dit, bah non, bah là, ça fait 2 ans, j'ai envie d'être propriétaire de mon site, mon activité tourne bien, j'ai envie d'être propriétaire, je vous le rachète. Et ben, il n'y a aucun problème. Et nous, on travaille avec WordPress, qui est le plus gros constructeur de sites au monde. Il y a un tiers des sites qui sont faits dessus. Donc, la personne n'a aucun problème par la suite à retrouver un autre prestataire. S'il a un ami qui travaille sur la création de site internet, il connaît forcément WordPress. Alors que le problème des agences, tu as aujourd'hui sur des offres à 49 euros par mois. Si on reprend des concurrents, bon, je citerai pas les noms, mais on a des concurrents qui sont globalement sur le même business model que nous, sauf qu'ils sont à échelle beaucoup plus grande. Ils ont 10 000 clients mensuels, des offres à 49 euros par mois. C'est leur propre logiciel qu'ils utilisent. Ils utilisent pas WordPress. Donc le jour où tu veux partir, bah, tu perds ton site. En fait, comme c'est leur logiciel, le seul moyen de l'utiliser, c'est de l'utiliser chez eux. Sauf que bah, si tu veux plus travailler avec eux, bah, tu es bloqué, donc tu perds tout ce que tu as dépensé. Nous, l'objectif, c'est qu'il y ait une rentabilité aussi pour le client. Tu vois, je t'en ai parlé au tout début du podcast, c'est d'avoir cette rentabilité pour les clients. On n'est vraiment pas dans une phase d'arnaque, on est plus dans une phase d'accompagnement et de grandir avec eux. Tu vois, là, moi, c'est un bonheur pour moi de revoir des clients 3 ans après qui viennent me revoir parce qu'ils développent une autre structure de l'entreprise. Ça a tellement grandi qu'ils ont envie de développer une nouvelle branche pour avoir des nouveaux défis. C'est comme si ma boîte évoluait. Je suis trop content. Je suis trop content de les voir évoluer et justement de recontribuer à un développement. C'est top. Oui, c'est génial. Tu leur proposes aussi un suivi, eux, derrière. Ils Ouais, ont pu voir du coup l'évolution, ils ont pu voir un peu les leads, les visites. Tout ça, ouais, tu ils ont des t'en occupes stats. aussi? Bah, sur les achats en fait de sites internet, quand ils achètent un site internet, ils ont accès à tout ça, on leur explique comment ça marche. Donc ils peuvent tout gérer eux-mêmes. Après, ils peuvent aussi prendre chez nous une formule d'abonnement où on s'occupe de tout ça.
Mais en fait, t'as vraiment cette liberté-là de se dire soit je gère mon site moi-même, soit ils gèrent toujours mais je suis propriétaire du site. Donc nous, on est juste intervenant externe sur le site internet. Comme on a des clients où on n'a pas fait le site internet, mais ils viennent chez nous juste pour cette partie mensuelle. Ils ont déjà un site sur WordPress et on s'occupe de l'améliorer tous les mois, etc. Donc on leur explique les stats et après il y a toute la partie référencement où là c'est aussi un abonnement. C'est globalement un coût de 5 euros par ville. Donc si tu me dis je vais être présent sur 10 villes, ça te coûte 50 euros par mois, ce qui est aujourd'hui globalement c'est le moins cher sur le marché et on est certain d'avoir le plus gros retour sur investissement qu'une entreprise peut avoir en référencement local. Parce que c'est un coût très très faible et on a des résultats qui sont qui sont limite 2 à 3 fois plus puissants que des entreprises qui facturent le double, voire le triple de notre prix. Donc, on est vraiment serein à ce niveau-là. Et même en démarche commerciale, tu es beaucoup plus à l'aise à vendre une prestation où tu sais que tu vas accompagner quelqu'un. Parce qu'un commercial qui travaille pour un grand groupe, il sait globalement qu'il va arnaquer la personne en face. Alors, j'aime pas utiliser ce terme parce que j'aime pas cracher sur les concurrents, mais Mais il il y y en en a a certains certains qui qui fonctionnent fonctionnent comme Il y comme a une ça. question qui arrive, hein. Ah, Ah, mais nous, on est vraiment dans une phase enfin, moi, je suis vraiment à l'aise en entretien quand je discute avec eux parce que je leur dis, bah voilà, en plus, on va pouvoir mettre ça en place par la suite, tu pourras faire ça, etc. Enfin, c'est beaucoup plus serein et sain comme relation qu'on a avec le client parce qu'on sait qu'on contribue à quelque chose. Ouais, ok, je vois. Et donc, tu dois connaître tes concurrents, mais pour toi, la ouais. concurrence, elle est en France, elle est aux États-Unis ou elle est au Canada? Parce que tu m'as dit que là-bas, ils étaient en avance par rapport à nous ou à ce qu'on peut faire. Alors, Alors, dans le marché, enfin, sur notre marché, on n'a aucun concurrent. En fait, ce qui est génial dans le marketing, c'est que tu n'as aucun concurrent direct. Parce que soit la manière de faire le site est différente, l'offre est différente, le prix est différent, le design est différent. Enfin, tu as tellement de facteurs qui rentrent en compte que même ton concurrent qui est la porte à 200 mètres de chez toi, qui fait exactement les mêmes prestats que toi, n'est pas un concurrent direct. Euh, En fait, c'est le réel avantage qu'on a, parce qu'on peut chacun construire notre offre. Par contre, tu as des concurrents indirects qui font globalement la même chose que toi. Globalement, tu fais un site internet, il en fait un aussi. Euh, Demain, si et je viens à Lille, je m'installe à 200 mètres et que je veux monter ma boîte de marketing digital, je peux le faire, quoi. ah ouais, mais ah ouais, on t'invitera même à prendre un café chez nous. le Le café, café, il il est est où? offert, donc je t'invite à prendre un café, on Tu vas me discutera. narguer en me disant, regarde, Digico Market. Au Le contraire, je café pense de que la ville. c'est tout bénéfique d'avoir de la concurrence parce que ça nous permet aussi d'innover. Très honnêtement, si on n'avait aucun concurrent sur le marché, j'aurais pas cherché à les pousser plus loin et à développer le logiciel de référencement qu'on a développé l'année dernière. La concurrence, c'est bénéfique pour le client parce que ça lui permet de pousser les offres, ça lui permet aussi de faire baisser les prix. Donc c'est le jeu, de la concurrence, on a dans tous les secteurs. L'objectif, c'est de l'utiliser comme une force. Donc cette force, pour nous, ça a été de regarder ce que faisaient les concurrents, de comprendre comment ils fonctionnaient, de s'en inspirer et tout améliorer. Donc en fait, l'année dernière, on a fait un regroupement de tout ce qui pouvait être fait dans le marketing et on l'a amélioré. Alors quand je dis amélioré, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qu'on estimait de mieux. Je te garantis pas qu'on est la technologie révolutionnaire dans le monde entier, mais au moins en France, on sait qu'on a une réelle influence et qu'on est capable de faire des grandes choses en France parce que on est en avance sur le marché. Et ça, peu importe la boîte, hein, même la boîte qui fait il y a des boîtes qui font 250 millions de chiffre d'affaires par an, des boîtes de marketing qui font 250 millions de chiffre d'affaires par an. On sait qu'on est en avance sur ces boîtes-là. Et c'est là notre force, c'est de se dire que nous, toute petite boîte du Nord, on arrive à avoir une force de vente et une force d'innovation qui est plus grosse que des entreprises qui ont 280 000 clients. Et je tiens à rappeler que tu as dû surmonter quelques défis administratifs et légaux avant que tu sois majeur, mais tu as quand même monté une boîte tout seul, entre guillemets. Tu étais encore au lycée et là, tu t'adresses à des étudiants entrepreneurs de la Sorbonne qui peuvent avoir un réseau, qui peuvent avoir un vrai accompagnement. Et donc toi, est-ce que tu t'es senti un peu seule et est-ce que ça a été difficile de te faire orienter et d'avoir un accompagnement
avant d'en arriver là? Bah ouais, tu vois, par exemple, j'ai des gens qui ont mon âge aujourd'hui qui aimeraient bien lancer une boîte et ils me demandent toujours est-ce que je dois la créer avec un associé, etc. Pour moi, la création idéale, c'est trois personnes, trois associés. Parce qu'au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas de Discord. Quand vous êtes deux, s'il y en a un qui est pas d'accord et que toi, tu es d'accord pour le truc, ça pose toujours problème. Quand vous êtes trois, il y en a toujours deux qui seront d'accord et un pas d'accord. Donc au moins, celui qui est en minorité, bah, il sait qu'il doit se mettre sur la majorité. Euh, le fait d'être plusieurs dans une boîte, plusieurs associés, ça te booste. Et ça te permet de diminuer les tâches qu'il y a à faire. Il y en a un qui va s'occuper de la compta, l'autre de la prospection et l'autre de la création. Alors que quand tu es tout seul, de un, tu dois tout faire, tu dois innover. Euh, pour moi, la boîte idéale, tu vois, on parle souvent de profil entrepreneurial. T'as les et t'as les mais. Par exemple, je veux créer je te donne un exemple. Je vais voir un futur associé. Je veux créer une entreprise de transport écolo, transport de colis écolo. T'as le mec qui va être en face et qui va me dire ouais mais ça va coûter cher, les véhicules vont coûter cher, ouais mais il va falloir installer des prises, ouais mais il va falloir trouver des chauffeurs, il va falloir former des chauffeurs, etc. On va devoir payer des assurances. Quelqu'un qui va pas te bloquer mais qui va dire oui mais il y a ça, il y a ça, il Il y a va ça. avoir peur. Ouais, Il va voir d'abord les risques et les freins. qui va limiter au maximum. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et à côté, tu vas parler de ce projet-là à une personne et il va te répondre ah et on va faire des colis. Écolo, on va faire des scotch écolo. Et par la suite, on fera des avions écolo. Et donc ça, c'est les deux profils. Donc le et pour moi, c'est plus un profil entrepreneur et le mais, c'est plus un profil gestionnaire. Le problème quand tu es tout seul, c'est que tu dois avoir ces deux profils. Le profil et, donc innover, et le profil mais, ah, faut que je fasse attention au coût quand même. Faut pas que je fasse n'importe quoi avec la trésorerie ou avec l'argent que j'ai. Donc c'est compliqué d'avoir ces deux profils parce qu'il faut toujours avoir du recul. Quand t'es deux, bah, l'idéal c'est d'en avoir un gestionnaire et un entrepreneur. Comme ça, t'en as un qui va essayer de pousser la boîte en innovant et un qui va limiter la casse entre guillemets pour pas partir à gauche à droite. Et quand t'es trois, bah au moins il y en a toujours un des trois qui a un profil plus penchant entrepreneur et l'autre plus gestionnaire, donc tu peux limiter les choses. Donc pour moi, l'idéal, c'est d'être trois. Et après, c'est toujours mieux de se faire accompagner. Moi, si j'avais trouvé, j'ai cherché, hein, je te l'ai dit au début du podcast, chercher des aides humaines, matérielles, financières. J'ai tout cherché, j'ai jamais trouvé. Donc quand tu peux avoir accès à tout ça, rien que le fait d'avoir une sorte de mentor ou une équipe qui peut t'accompagner, t'expliquer les démarches, comment ça fonctionne, etc., c'est un luxe. Ça te fait gagner énormément de temps. Il y a zéro excuse. Ah non, si t'as ça si t'as un projet en tête et que t'as ça à côté de toi à portée de main, euh, alors non, mais tu peux échouer. C'est pas grave d'échouer, au contraire, même des fois c'est une force. Mais par contre, si t'as ces deux choses-là, le projet et l'équipe à côté qui peut t'aider, si tu te lances pas, c'est que t'as pas envie de faire le projet. C'est ça. Est-ce que tu peux, du coup, pour clôturer ce podcast, t'adresser directement aux étudiants de la Sorbonne qui envisagent de lancer leur propre entreprise et leur transmettre un message clé? Ça peut être quelque chose que tu te répètes souvent ou que tu as compris. Et en tout cas, tu t'adresses à eux directement, aux étudiants. Bah, la première chose, c'est que j'ai compris une chose avec le temps. Quand j'ai lancé mon entreprise à 16 ans, je cachais tout le temps mon âge. Parce que pour moi, c'était une faiblesse. Et en fait, en discutant, en regardant les différents articles qu'on avait fait sur moi, articles de presse, bah, je me suis rendu compte que les gens venaient pour mon âge. Donc, c'était devenu une force. Et ce que je veux expliquer dans ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui estiment avoir des faiblesses ou des manquements, des choses comme ça. Et je pense qu'il faut plus s'en servir comme une force que comme une faiblesse, en se disant je vais cacher ça. Au contraire, ça te permet de te démarquer et de raconter une histoire. Ce qui plaît aux gens dans une entreprise, c'est l'histoire. Moi, il y a plein d'entreprises que j'ai choisies, donc chez qui je suis client, je les ai choisies par l'histoire qu'il y avait derrière. Tu vois, par exemple, ma voiture, c'est une Ford. À l'école, j'ai appris, tu vois, le Fordisme, etc. Tout ce qui touchait au taureau d'Henry Ford. Et il a révolutionné un marché. Et j'aime bien cet esprit, tu vois, d'avoir une histoire derrière l'entreprise. Free, c'est pareil. T'as Xavier Niel que je trouve top et qui a fait plein de choses, notamment aussi au niveau du marketing. Il a créé l'école, j'ai plus le nom exact, mais il a créé une école. De code. Ouais, ouais, voilà, une école de code. Et tu vois,
j'aime bien les profils des entrepreneurs qu'il y a derrière. Après, Bien c'est sûr, aussi ça t'aide. Entrepreneur qui parle aussi de se dire j'ai envie d'avoir des histoires derrière. Et je sais qu'il y a plein de mes clients qui ont besoin d'avoir ces histoires-là. Donc si tu peux raconter une histoire avec ton entreprise, faut faut t'en t'en servir. servir. Et après, c'est beaucoup de travail. Essayer d'innover pour essayer de s'en sortir. Pareil, ah oui, c'est une phrase que je voulais aussi donner. C'est que t'en as beaucoup donc je fais pas mal de vidéos sur les réseaux. Et t'en as beaucoup qui viennent me voir. Donc souvent, c'est des très jeunes, hein, qui viennent me voir en me disant, bah Clément, j'ai envie de faire de l'argent. Donne-moi un business, comme ça je le lance. Bah écoute, si je connaissais le business, je l'aurais lancé depuis longtemps et je ferais de l'argent aussi. Donc, faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur les réseaux quand on vous vend des formations en vous disant en 2 jours vous êtes riche. La plupart du temps, les gens qui vous vendent ces formations-là sont riches grâce aux formations qu'ils vendent. Euh, faut être vigilant avec ça. Et il faut arrêter de penser que l'entrepreneuriat, c'est lancer un business révolutionnaire. C'est obligatoirement lancer une entreprise révolutionnaire. Au contraire, la plupart du temps, quand il n'y a pas de marché, quand on voit qu'on est tout seul sur le marché, c'est qu'il y a il y a beaucoup de risques que ça soit un flop total. Alors, soit tu as créé quelque chose de génial, soit ça va être un flop total. Ça sert à rien de se dire non plus, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément que de la passion. Alors, la passion, ça fait de travailler plus et être beaucoup plus efficace parce que tu comptes pas tes heures et tu vois pas tes heures passer. Mais c'est pas ça qui va non plus te faire marcher ou exploser ou entre guillemets, te faire rendre libre financièrement. Ce qui va vraiment, parce que je vais prendre un exemple tout bête, hein. Une entreprise de papier toilette, le fondateur, il n'est pas passionné par du papier toilette, c'est qui sait qu'il y a un business derrière et qu'il y a un marché, donc forcément il s'est mis dessus. Une entreprise, voilà, t'as plein d'entreprises comme ça, mais faut pas forcément être passionné par ce qu'on fait. La passion, elle peut venir aussi après, avec tout ce qu'on va mettre en place, les choses qu'on va améliorer, les équipes, etc. Donc, ouais, là, je pense que j'ai essayé de donner le maximum d'infos, j'ai fait un beau mot. Et la dernière phrase que je peux donner pour une personne qui crée sa boîte, c'est écoute, si tu veux une communication solide, tu sais vers qui te tourner. Donc voilà, comme ça j'ai fini, la boucle est bouclée.